Nous allons passer maintenant à la dernière partie de notre matinée avec une table ronde. Une table ronde où nous aurons à la fois Marie-Luce Godinot et Julie Galland qui vont monter sur scène. Alors, j'avais envie de vous poser la première question, puis ensuite vous pourrez dans la salle peut-être réagir et puis poser un certain nombre de questions. Donc, moi, je voulais revenir sur votre graphe, Julie, qui présente finalement la baisse extrêmement importante du photovoltaïque, du coût du photovoltaïque, du prix du kilowattheure par 1000. Ça a été divisé par 1000 en 40 ans. Vous vous rendez compte, par 1000 en 40 ans. Et donc, on s'est rendu compte d'ailleurs dans cette baisse de prix que les économistes, à chaque étape, s'étaient trompés. Ils étaient trop pessimistes. Il faut toujours être optimiste. Et la question, c'est quelles sont, dans les nouvelles technologies que vous voyez, celles sur lesquelles vous pensez qu'elles vont exploser et pouvoir effectivement battre finalement les premiers pronostics que l'on a aujourd'hui? C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que si on avait une boule de cristal, les piles à combustible. Non, mais c'est sûr qu'en matière, on l'a vu, hein, en matière de batterie, par exemple, on a eu plusieurs exemples aujourd'hui. Il y a énormément de recherches. Et moi, j'ai le sentiment, mais bon, que plus on cherche, plus on trouve. Alors parfois, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Mais globalement, voilà, il y a quand même sur ces sujets-là, on voit des ruptures qui arrivent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de batteries solides, on n'en a peut-être pas parlé aujourd'hui vraiment, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a encore des ruptures qui nous attendent. Et comme c'est un sujet sur lequel on voit bien que les usages et les enjeux qui sont derrière sont extrêmement importants, notamment en matière de transition énergétique et écologique, on se doute bien que quand même, quelque part, on n'a pas fini le progrès sur ces sujets. Oui, pour ajouter, au-delà de l'innovation, vous êtes sur des industries qui, pour la plupart, sont des industries de masse, c'est-à-dire sur lesquelles vous avez des gains d'échelle. On le connaît, les batteries en profitent, hein, notamment le photovoltaïque aussi. Ce sont des industries qui suivent la même chose que le numérique ou le semi-conducteur, c'est-à-dire que plus l'usine est grosse, plus vous gagnez des facteurs d'échelle. Donc, a priori, une fois que vous avez déclenché le marché, vous êtes en cost killer et vous pouvez, ne serait-ce que par l'industrialisation, diviser facilement les prix par 100, juste par l'effet de masse. Donc oui, très probablement, sur ces technologies, on pourra diminuer les coûts par 1000 assez rapidement. Après, il y a aussi un sujet dont Julie a parlé au départ, qui est le quantique, sur lequel on est encore au début de l'histoire. À mon avis, là encore, il va y avoir des ruptures fondamentales et ça va aller dans une accélération. Aujourd'hui, on a encore l'impression que c'est loin et on pourrait parler d'autres technologies. On n'a pas abordé aujourd'hui le nucléaire, mais il y a aussi sûrement des sujets autour de la fusion. Alors, beaucoup de rêves autour de la fusion depuis 40 ans, mais est-ce qu'il n'y aura pas là aussi l'émergence de technologies de rupture qui vont pouvoir ensuite passer à un stade industriel, en tout cas je l'espère. Ce qui est intéressant, notamment dans les batteries, c'est de voir qu'on a mis le halo, à juste raison, sur le cobalt avec les mines en République démocratique du Congo qui n'étaient pas du tout à notre niveau de souhait. Il n'y a plus de cobalt aujourd'hui dans les batteries. Le lithium, on parle beaucoup du lithium comme étant une source de conflit potentiel demain. Il y a les premières batteries sans lithium qui viennent de sortir, hein, avec un système au sodium-ion. Donc on voit bien également dans les matériaux, il y a des progrès qui sont incroyables. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'on pourrait se passer de cobalt et de lithium dans les batteries. C'est extraordinaire. Tout à fait. En fait, la question du choix des matériaux, évidemment, part de l'analyse d'un peu de nos chimistes, hein, qui sont extrêmement poussés. Alors maintenant, ça n'empêche pas que sur la table de Mendeleïev, vous avez un certain nombre de composants. Et puis, par-delà de la question de l'atome, vous pouvez aussi travailler sur l'organique. Alors même si l'organique, c'est un modèle qui a une autre voie, on sait qu'on a une richesse énorme en chimie organique qu'on peut aussi exploiter. Pour l'instant, on ne le fait pas, mais ça peut être une voie de développement. Et moi, je pense que pour les ingénieurs de demain, puisque voilà, on parle de futur, effectivement, à la fois la chimie et les sciences du vivant vont être encore plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on forme des ingénieurs généralistes aujourd'hui, ce n'est pas forcément les matières sur lesquelles
on met le plus l'accent. Et je pense que ça, il va y avoir aussi des transformations à venir parce qu'on voit bien que sur ces sujets-là, les sciences de l'ingénieur, la partie chimie et la partie sciences du vivant au sens large, et on vient de parler des sujets organiques, va devoir, enfin en tout cas être très prometteuse. Et donc voilà, je suis très confiante sur l'avenir. Et le spatial ? Julie, vous êtes membre du conseil d'administration du CNES. Racontez-nous un peu les progrès du spatial qui vont irriguer finalement le terrestre. Alors, le spatial, donc j'étais membre d'administration du CNES. Le spatial est un laboratoire absolument extraordinaire de technologie. La pile à combustible, enfin la pile hydrogène évidemment, a été particulièrement poussée dans le spatial. Le photovoltaïque à très haut rendement est un des domaines où le spatial peut être un champ d'application. Et surtout, le spatial, c'est le royaume du contraint, le royaume du tout recyclé. Hein, la station internationale doit fonctionner avec une quantité très limitée d'eau, donc elle recycle son eau, elle recycle son air, elle recycle le maximum de ses matériaux organiques produits. Et donc, en fait, elle nous pousse au-delà dans toutes nos limites sur la question de la propulsion. Je parle de la propulsion, par exemple, extraordinaire dans le spatial, la propulsion électrique, notamment, donc, qui est un moteur qui n'existe pas sur Terre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les satellites vont pouvoir mettre en œuvre une propulsion électrique, avec un système capacitaire. C'est des objets complètement hors normes que le spatial nous offre, et on en dérive ensuite des matériaux, des avancées qui finissent par pervaser dans le monde terrestre. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Et réciproquement, aujourd'hui, on est en train d'embarquer dans le spatial des technologies qui ont été développées dans le terrestre et qui peuvent apporter des satellites plus petits, plus flexibles et moins coûteux. Y a-t-il une question dans la salle ? Ah voilà, Laurent. Le temps que la question arrive, j'en profite pour saluer Marie-Luce qui, depuis le 3 mars, a un décret du 3 mars, qui est maintenant académicienne des technologies. Laurent Assy, merci Christophe. Go2Impact. On parle de rupture technologique. Il y a une autre rupture dans laquelle on est maintenant, c'est une rupture réglementaire avec la taxonomie européenne. Donc là où on est, c'est vraiment très impressionnant parce que finalement, en fonction des milieux dans lesquels on est, on va regarder la rupture technologique, on va voir la rupture de marché, on va voir la rupture réglementaire. Et le défi, évidemment, c'est de marier tout ça. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a un corpus de à peu près 1800 pages. Quand on aura fini les 6 piliers de la taxonomie, on aura peut-être 3500 à 4000 pages. Donc, en fait, aller vers la taxonomie européenne, ça va coûter une fortune aux entreprises. On a parlé d'usage, je vais faire très court, hein, mais le vrai sujet, c'est comment vous introduisez la réflexion aujourd'hui et le corpus réglementaire dans vos recherches pour dire on a le do not significant harm, c'est-à-dire on a identifié l'impact négatif sur les 6 piliers, comment on les introduit en amont de nos recherches pour orienter nos recherches. Et puis ensuite, en face de la taxonomie, il y a aussi le Green Deal, 1000 milliards d'euros sur 10 ans, 1000 milliards, il faut aller les chercher. Donc comment ça devient un driver pour vous, pour passer à l'échelle justement, et faire en sorte que toute cette recherche trouve son marché et un marché massif. Merci. Alors, en fait, c'est ancré par design, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous savez que la recherche française et européenne, depuis à peu près 15 ans, a été profondément mutée par une recherche par projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des projets menés par nos chercheurs sont financés non pas via une subvention pérenne, etc., mais sur la base de projets lancés par les pouvoirs publics, qui incluent ces obligations d'ailleurs dans les dépôts. Dans les dépôts, on doit, notamment le do not make significant art est inclus. Et les choix, d'ailleurs, thématiques sont orientés de cette manière-là. De plus, alors la particularité de la direction de la recherche technologique et du CEA, dans ma direction, c'est que nous sommes drivés à 60% par des financements externes, publics et privés, c'est-à-dire de nos partenaires. C'est-à-dire que nous incluons forcément dans nos réflexions en amont les problématiques, les enjeux sociétaux, soit par
nos partenaires industriels qui y font face de manière par construction, soit par les demandes et les exigences des appels des pouvoirs publics. Donc c'est comme ça que nous faisons face à l'exponentiation réglementaire qui est faite par nos pouvoirs publics. Il y a une réglementation dont vous n'avez pas parlé. Il y en a beaucoup, donc qui est la CSRD, qui va arriver en fait également l'année prochaine. Et alors pourquoi j'en parle? C'est parce que dans cette réglementation, qui est en fait une nouvelle façon pour les entreprises de publier les informations qui les concernent, et notamment les informations extra-financières. Donc cette réglementation va imposer aux entreprises effectivement de publier, de rentrer dans un mécanisme qu'on appelle la double matérialité, donc qui est vraiment la question de dire quels vont être mes impacts finalement sur la planète d'un côté, et comment les modifications et l'avenir va aussi impacter mes propres activités. Donc ça va aussi contraindre les entreprises à avoir cette réflexion plus prospective sur finalement à la fois leurs impacts et leur résilience. Et ce sera absolument en lien avec... enfin, je croise les doigts, je touche du bois, mais ce sera théoriquement complètement cohérent sur la partie taxonomique. Alors, je voudrais maintenant laisser la parole à Vincent Marais, sous sa casquette de Be Together, de nous poser la dernière question. Oui, absolument. Dans le groupe Bouygues, nous poussons les femmes qui n'ont pas une place suffisante dans nos entreprises. Alors, vous êtes deux exemples formidables de réussite de femmes dans la science. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes femmes, aux jeunes filles, pour vous rejoindre sur ce plateau dans 10 ans ? Je ne sais pas si j'ai des conseils à leur donner. Moi, ce que je peux leur dire, c'est que c'est des métiers qui sont passionnants. Franchement, des métiers qui sont riches, qui sont divers. Là, on a abordé rien qu'aujourd'hui tellement de sujets qui ont du sens, qui impactent notre vie quotidienne, mais qui vont impacter aussi notre avenir, celle de nos enfants. Donc je trouve qu'il y a un vrai sens. Et c'est plutôt, je dirais, c'est pas qu'est-ce que je leur conseille, c'est qu'est-ce que je nous conseille. Et ben, c'est de faire partager, je veux dire, l'enthousiasme, la joie, le plaisir qu'on a à travailler dans ces sujets, et le sens que ça peut avoir, et les enjeux qui sont avec ça. Donc je dirais que c'est plutôt un conseil pour nous qui aujourd'hui avons eu la chance de pouvoir faire des carrières dans ces métiers, pour offrir à ces jeunes femmes et ces jeunes filles des perspectives et la vision de ces métiers qui sont extrêmement passionnants. Alors, je ne peux que concourir à ce que vient de dire Marie-Luce. Je pense que d'abord, on s'amuse énormément dans ces sujets. C'est des sujets... riches, qui parlent, qui sont passionnants, qui sont intellectuellement très motivants, mais également, je dirais, qui impliquent également de l'expérimental et du manuel qui est d'une grande finesse. Et le sujet aujourd'hui, bien sûr, est la question de la parité. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut motiver l'ensemble de nos jeunes étudiants, hommes et femmes, à retrouver le goût de la science. Et donc, c'est un appel global, quel que soit le genre, à aimer la science, à venir travailler, car on construira le futur et notre avenir sur la science. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Merci beaucoup, c'était un très joli mot de la fin. Je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à cet événement, ainsi que tous nos intervenants de cette matinée. On va maintenant pouvoir se retrouver dans le lobby pour échanger ensemble, et puis se rejoindre pour la prochaine matinée de l'innovation, sachant que nous aurons également le 16 mars, dans cet auditorium, également une séquence avec le Club de Paris des directeurs de l'innovation sur les mégatrends avec Marc Giget. Ça risque d'être passionnant. Merci et à très bientôt.